Une petite présentation du collectif Bourgogne-Franche-Comté pour l'abolition des armes nucléaires. Vous avez le titre complet ici. Donc vous savez que Valduc, le site du CEA de Valduc assure la maintenance des 290 bombes atomiques françaises. On les recharge en matière radioactive. Je ne suis pas un pro, mais enfin il doit y avoir peut-être du tritium, du plutonium ou des choses comme ça. Et après, les bombes repartent soit dans les sous-marins via l'île Longue, ou soit sur les Rafales, ou bien sur le Rafale du porte-avions Charles de Gaulle. Enfin voilà. Elles arrivent de nuit, je pense, par camion, le temps d'être rechargées, puis elles repartent dans les sous-marins et dans les avions. Depuis 2013, notre collectif interpelle la direction du site de Valduc sur le danger pour les travailleurs, pour les riverains, sur le fait que c'est quand même pas des ours en peluche qu'on produit là-dedans, c'est des bombes atomiques, donc des armes de destruction massive qui menacent la survie même de l'humanité. Et puis on leur dit, tôt ou tard, les bombes atomiques seront abolies, interdites, à moins qu'elles suppriment l'humanité avant, mais enfin, sinon elles seront un jour abolies, et plus tôt vous réfléchirez à la reconversion du personnel, et moins ça sera difficile. On a toujours eu des fins de non-recevoir à nos diverses tentatives de rendez-vous. Depuis janvier 2020, on fait une vigie. Jusqu'ici, on la faisait tous les mois, une vigie mensuelle. Depuis la rentrée dernière, on a décidé de les faire bimestrielles pour ne pas épuiser nos forces. Donc, le collectif comprend le mouvement pour une alternative non violente, les Amis de la Terre, et un groupe très actif en Franche-Comté qui s'appelle Agir pour le désarmement nucléaire. Ils sont à Dole, à Dampierre, un peu à Besançon, à Poligny, etc. Et donc, on avait encore une vigie hier. On l'a fait à Maulois, qui est un village qui a l'avantage d'être au croisement de deux routes qui desservent les deux entrées du site de Valduc. Donc on a tous les camions, toutes les voitures qui passent devant nous. On leur présente ces banderoles-là. Les salariés nous font soit un petit coucou sympathique, soit un doigt d'honneur, soit l'indifférence totale. Ils sont un peu apathiques. Voilà. On a même on a fait une tentative d'intrusion avec le camarade Jean-Marc en juillet 2020. Hein? Oui, Jean-Marc et oui, tu es là aussi. On était trois lascars. On a été inculpés pour intrusion en réunion dans un site civil abritant des matières nucléaires. Et puis, donc ça, c'était une instruction de la substitut de garde au parquet qui a indiqué ça aux gendarmes. Puis quand ils se sont rendus compte qu'on pouvait rentrer là-dedans en voiture, c'était une zone résidentielle, ils se sont rendus compte que le procès ne tenait pas la route, que ça allait faire une mauvaise publicité. Et donc, ils ont voulu enterrer le procès. Donc on a relancé, on a demandé au procureur, alors il vient ce procès, on a demandé au procureur général, on a écrit au ministre de la Justice, notre procès. Et là, vous êtes les seuls à prisonnier place d'Arcy, déguisé en bagnard. Oui, c'est ça. On était en Dalton, oui. On avait un costume de frère Dalton, tout à fait. Et ma garde à vue. Et puis finalement, on a reçu simplement une lettre simple, même pas recommandée, un rappel à la loi. C'est pas très beau ce que vous avez fait, recommencez pas, sinon vous serez poursuivi. Voilà, donc ils voulaient vraiment pas qu'il y ait un procès. Voilà, j'ai été assez long. Alors, bon, ces jours-ci est paru
mais ce n'est pas très connu dans la presse, une déclaration signée par 12 organisations chrétiennes de France et de Grande-Bretagne, approuvée par 20 organisations non confessionnelles, dont les Amis de la Terre, le Mouvement pour une alternative non violente, SICAN France, le Mouvement de la paix, le collectif, etc. Et cette déclaration dit au président de la République et au Premier ministre anglais, vous avez signé en novembre 2010 un traité de coopération militaire franco-britannique qui s'appelle le traité Teutates, traité de Lancaster House. Dans le préambule de ce traité, donc c'est un traité pour travailler ensemble, les ingénieurs français et britanniques, sur l'amélioration des systèmes d'explosion de la bombe atomique. Donc dans le préambule du traité, il est rappelé que les deux pays adhèrent au TNP, le traité de non-prolifération des armes nucléaires, dont on a écrit à Macron et au Premier ministre anglais, dont j'ai plus le nom en tête. Vous vous souvenez peut-être que l'article 6 du TNP impose aux États signataires de faire le maximum pour réduire les armements nucléaires dans un délai rapproché et de bonne foi. Et on dit, vous n'êtes ni de bonne foi, ni dans des délais rapprochés, ça fait 80... Vous avez signé le traité en 92 et rien n'est fait du tout. Donc on met nos gouvernants devant leurs contradictions et on leur demande d'envoyer des représentants à la prochaine réunion, à la prochaine conférence des États partis au TIAN, le traité sur l'interdiction des armes nucléaires, voilà, dont on parle là-dessus, ce traité qui a été signé en 2017 à l'ONU, qui a été ratifié par 50 États et qui est entré en vigueur dans le droit international en janvier 2021. Voilà. Voilà. Ok. Voilà. Merci. Alors, on recrute des vigiles. La prochaine fois, c'est le 12 février. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Hier, on était 12. Si on pouvait être 20, 30, ça serait mieux. Voilà. Merci de m'avoir invité, d'avoir invité la CIRAD pour revenir à Dijon. J'ai participé à une ou deux manifestations qui ont lieu au mois de début août pour les anniversaires d'Hiroshima et Nagasaki. Il y a eu plusieurs fois des choses à Dijon. Et voilà. Je sais bien qu'il y a des locaux qui s'en occupent, qui tiennent la permanence, qui tiennent au chaud. Voilà. Bien, je ne suis pas venu pour parler aujourd'hui au nom de la CIRAD, que je pense que tout le monde connaît. Si vous ne connaissez pas, il y a une table au fond avec plein de documents. Et je pense que c'est important, et vous allez comprendre pourquoi c'est important de soutenir la CIRAD, laboratoire indépendant pour mesurer la radioactivité. Et elle a joué un rôle il y a assez longtemps ici, et ça me donne l'occasion de pouvoir valoriser le travail qui a été fait il y a assez longtemps, il y a une trentaine d'années, mais qui revient à l'actualité aujourd'hui. C'est le problème de l'eau radioactive au robinet que nous consommons donc, et ça tombe pile au moment où la communication faite par Mediapart au début de cette semaine a eu un certain écho. Évidemment pas aux 20h TF1, mais ce qu'on aurait peut-être aimé, mais c'était pas ça. Par contre, c'est passé dans quand même pas mal de médias. Et je trouve que vous aviez choisi justement ce thème. On l'avait choisi il y a quelque temps. On ne savait pas comment allait sortir le dossier Mediapart. Nous ne sommes pas maîtres de la communication de Mediapart, mais on avait préparé le dossier déjà depuis un bon moment avec eux, sans faire la communication officielle. Voilà. Bon, maintenant, on peut en parler, c'est la communication officielle, puisque tous les chiffres sont sortis à travers Mediapart. C'est un travail en collaboration avec Mediapart. C'est assez exceptionnel qu'on ait ce genre de collaboration, parce qu'il y a un soutien financier d'un côté, et puis il y a la communication derrière. Ça, c'est important.
de pouvoir travailler main dans la main, des experts indépendants et des journalistes d'investigation comme il y en a à Mediapart. Voilà, ça c'est important de soutenir ces médias-là et la. Donc, histoire d'eau et nucléaire. Bon, c'est un sujet qu'on avait déjà traité en partie dans l'été, nous, pour parler d'abord des problèmes qui sont liés au climat, c'est-à-dire que le problème des centrales nucléaires, il faut les refroidir, etc. Et puis on y a rajouté la pollution liée au nucléaire. Et ici, on va parler évidemment un peu plus spécialement de Valduc. Voilà. Donc, quelques principes. Ah non. Excusez-moi, j'ai laissé mon téléphone parce que si ça marche, je voulais le communiquer tout à l'heure. Allez vous faire voir comment on lisse les cartes sur Internet. Donc, quelques principes de thermodynamique, qu'on appelle la thermodynamique. C'est ce qu'on appelle les conversions d'énergie, le principe de Carnot, nécessité d'une source froide quand on veut fabriquer de l'électricité à partir de la chaleur, c'est ce qui se passe dans une centrale nucléaire. Et puis, on parlera des évaluations post-Fukushima, évaluations complémentaires de sûreté post-Fukushima. Quand on parle de chaleur pour faire de l'électricité, il faut savoir, c'est que une petite partie, un tiers en fait de la chaleur est transformée en électricité. Le restant, reste de la chaleur, et que cette chaleur, il va falloir l'évacuer. Et ça, c'est un des problèmes des centrales nucléaires, c'est évacuer cette chaleur. Cette quantité de chaleur, c'est énorme quand on réfléchit, puisque quand on produit 3 kWh, quand on a 3 kWh d'énergie dans la centrale nucléaire, en fait, il y a un seul kilowattheure qui va se retrouver délivré au réseau jusqu'à arriver au compteur. Si on regarde sur l'ensemble de la France, la quantité de chaleur qui est perdue, puisque cette chaleur elle est perdue, qui va réchauffer l'air, qui va réchauffer les fleuves, eh bien, elle est énorme, puisqu'elle est, vous voyez, la quantité d'électricité, la quantité donc des rejets thermiques du parc nucléaire, et on est un petit peu curieux, on est allé chercher quelle était la quantité de chauffage qui était nécessaire pour chauffer les bâtiments en France, eau chaude sanitaire et les logements. Eh bien, la chaleur rejetée par les centrales nucléaires, c'est plus de 2 fois la chaleur que nous consommons, enfin, l'électricité que nous consommons sous forme de chaleur. C'est énorme, en fait, cette quantité. Elle est perdue. Pourquoi elle est perdue? Parce que autour des centrales nucléaires, il n'y a personne pour l'utiliser. Si on pouvait récupérer cette chaleur, et ça existe, ça s'appelle la cogénération, il faut avoir le client juste à côté. On ne va pas transporter la chaleur sur 10 ou 20 km ou 100 km. Ça se fait, c'est pas possible. Du coup, cette chaleur, on est obligé de la rejeter dans l'environnement. Et si on regarde une centrale nucléaire, donc, là est produit la chaleur, c'est ce qu'on appelle le circuit primaire, qui va échanger sa chaleur avec un circuit secondaire pour condenser, bon, on va produire là, donc l'énergie mécanique qui va faire tourner un alternateur, un transformateur qui va distribuer l'électricité, mais cette vapeur d'eau va devoir être condensée pour retourner à l'intérieur du réacteur. C'est là que la chaleur doit être évacuée. Et il y a 2 systèmes qui existent, soit un système qu'on appelle avec des tours d'évaporation, qu'on appelle circuit fermé, c'est-à-dire que l'eau qui est là la vapeur d'eau, pardon, va passer dans une tour d'évaporation, et là va produire de la vapeur d'eau. Effectivement, là c'est de la vapeur d'eau qui sort. Si la centrale la plus proche c'est Nogent, vous les voyez très bien, les tours d'évaporation. La chaleur ici, à 95%, je crois que c'est à peu près la valeur, elle part dans l'air. J'ai un ami qui est un thermodynamicien qui s'est dit, mais en fait, quand on parle de réchauffement climatique, on parle de réchauffement de l'air, en fait, l'air qui nous entoure. Dans quelle proportion, par exemple, cette chaleur rejetée dans l'air, dans la vallée du Rhône, par exemple, vu les centrales nucléaires, de combien ça fait monter la température de l'air? Évidemment, pas de 20 ou 30 degrés,
Mais quelques dixièmes de degré, en tout cas, ça participe à l'augmentation de température moyenne de l'air dans la vallée du Rhône. Et puis l'autre moyen, c'est de se refroidir directement sur le fleuve. Et là, il faut beaucoup d'eau du fleuve, en gros 50 mètres cubes par seconde pour un réacteur. Donc ça veut dire pour un réacteur de 900 MW à peu près de puissance, hein. C'est une puissance plutôt faible. 50 mètres cubes par seconde, si vous avez 4 réacteurs, ça fait 200 mètres cubes par seconde, enfin, etc., etc. C'est énorme, les quantités d'eau pour refroidir. Alors, pourquoi il faut autant de quantité d'eau? Parce qu'il ne faut pas que la température de l'eau monte trop, sinon ça devient un problème pour les écosystèmes. On va en parler après. Donc, ça, c'est les centrales qui sont plutôt en bord de fleuves, des fleuves où il n'y a pas beaucoup de débit, pas suffisamment de débit, comme la Loire, par exemple, comme la Moselle, comme la Seine, etc. Par contre, sur le Rhône, où il y a pas mal de débit, on a les deux systèmes sur le Rhône. On a des centrales qui sont refroidies à moitié sur le Rhône et à moitié dans l'air, comme Bugey. Et puis, vous en avez d'autres qui sont refroidies directement sur le Rhône, Saint-Alban. Et puis, vous en avez Cruas, refroidi dans l'air, et Tricastin, refroidi sur le Rhône. Vous voyez, en gros, c'est du moitié-moitié. Et le Rhône, pourquoi? Parce que le Rhône est un fleuve, et le fleuve qui a un très très fort débit par rapport à tout le reste. Alors, les débits du Rhône, c'est énorme par rapport à la Seine, à la Moselle, et à la Garonne, etc. Je n'ai pas pensé à parler de la Garonne aussi, effectivement. Donc, on a de la chance d'avoir ce fleuve. On va voir que les choses, hélas, se gâtent un petit peu avec l'évolution. Si on regarde la quantité d'eau prélevée dans les eaux, donc eau extraite des sources souterraines ou surface pour des besoins d'activité humaine, donc c'est là, hein, là c'est les eaux, donc eau douce prélevée pour faire tourner le nucléaire. On voit que, en gros, 60%, en fait c'est plus que ça, mais on a limité, je dirais, au fleuve, pour refroidir les centrales nucléaires. C'est de l'eau prélevée. Elle est parfois restituée, en partie, en grande partie, en petite partie. Ça dépend de quel système on a choisi, le système ouvert ou fermé. Celle qui part dans les tours d'évaporation, celle-là, effectivement, elle n'est pas restituée. Par contre, quand on refroidit sur le fleuve, elle est restituée. Mais elle est réchauffée, elle est modifiée, et on va voir que donc ça joue ça. Donc, si on regarde la quantité d'eau qu'il faut pour refroidir nos centrales nucléaires, sur nos eaux de surface, c'est très important. Et si on regarde, suivant les fleuves, vous voyez, donc ça va du Rhône, là, hein, qui a des très forts débits, moyens, etc. Et bien, malgré ça, il y a une pression, ce qu'on appelle une pression sur le fleuve, qui est très importante. On parlera des problèmes d'étiage, etc. Je ne vais pas tout commenter, mais il y a en gros, il y a de grosses pressions quand il y a beaucoup de centrales, et sur les milieux, hein, et puis quand il y a beaucoup de centrales et très peu de débit. C'est le cas donc alors là, cette fois, de la Vienne, par exemple, excusez-moi, c'est le cas, vous voyez, 48% sur la Vienne, c'est la pression en fait. Hein. Après, vous avez la Loire, c'est par 33%, et le Rhône, c'est 97% quand il y a. Alors ça, c'est les prélèvements par rapport à l'étiage. Il faut savoir que les fleuves, ils n'ont jamais un débit régulier. Donc il faut miser sur la période d'étiage. Et la période d'étiage sur le Rhône, eh bien, on va le voir, elle est de plus en plus sévère, je dirais, par rapport à ce qu'elle était autrefois. Pourquoi? Parce que les glaciers suisses qui alimentent le Rhône en été, ils ont pas mal fondu. Et ils sont vers la fin. C'est-à-dire, on sait que d'année en année, l'étiage du Rhône, il va être de plus en plus sévère. Après, les rejets donc sont autorisés, c'est central, avec des conditions fixées par une réglementation. Il y a une réglementation qui prévoit qu'il ne peut pas y avoir plus d'élévation de température aval par rapport à l'amont, suivant les fleuves, suivant les centrales, etc. Et puis, il ne doit pas y avoir, l'eau à la sortie ne doit pas dépasser une certaine température. Donc là, c'est sur
l'exposition qui est là-bas, hein, au fond de la salle, vous voyez, c'est le dernier panneau, eh bien, la température, c'est un petit disque bleu, hein, par exemple pour la Garonne, ben, il ne faut pas qu'elle dépasse 28 degrés en aval, et il ne faut pas que la différence de température amont-aval n'excède que 1,5 à 2 degrés. Puis pour le Rhône, ben, vous avez tous les cas de figure. Alors évidemment, les centrales qui sont refroidies par des tours d'évaporation réchauffent moins. Donc l'élévation de température, par exemple, de Cruas, eh bien, c'est de 1 degré seulement, alors que Tricastin, c'est entre 4 et 6 degrés, suivant la période de l'année. Et pourquoi? Parce que Tricastin est refroidi directement sur le Rhône. C'est-à-dire que 100% de la chaleur part dans le fleuve. Alors qu'à Cruas, il n'y en a que 5% qui part dans le fleuve. Bon, bah là, vous avez cette carte, si vous voulez regarder le détail, vous la verrez là-bas. C'est des situations qui sont de plus en plus difficiles à respecter pour EDF. Pourquoi? Parce que, bah, je dis, j'ai parlé tout à l'heure, c'est les étiages. Il y a des moments où ces fleuves, bah, ils ont des débits très faibles. Moi, je vais à l'Isère à Grenoble, je ne sais pas si vous avez l'occasion d'aller à Grenoble-Isère, c'était un fleuve qui coulait tout le temps, et c'est un ruisselet en été à certains moments. Or, il y a un réacteur nucléaire à Grenoble qu'il faut refroidir. Ça pose un vrai problème. C'est un réacteur de recherche là, qui était à Grenoble. Mais c'est pareil pour le Rhône, il y a des moments où il est très très bas. Alors, face à ça, eh bien, on peut se poser des questions, comment réagir? Alors la réaction de certains, c'est de dire, bon, on ferme les centrales nucléaires puisqu'elles ne peuvent plus fonctionner. Alors c'est pas toute la période. Il y a un tableau là-bas où on voit par exemple Saint-Alban, la centrale Saint-Alban qui se refroidit directement sur le Rhône, juste en aval de Lyon. Eh bien, dans plusieurs périodes d'été, alors les périodes d'étiage, ça s'élargit beaucoup, hein, ça commence des fois dès le mois de mai et ça se termine souvent fin septembre. Alors qu'avant, l'étiage, c'était juillet-août. Hein. Maintenant, ça s'étale beaucoup plus. Eh bien, la centrale de Saint-Alban a été obligée de baisser sa puissance à plusieurs moments pour respecter ces règles définies là. Seulement, ça devient très compliqué pour l'exploitant parce que c'est des moments où il y a de la consommation et il aimerait bien fournir le réseau. Comme il n'y arrive pas, s'il respectait ça, on est obligé d'acheter de l'électricité aux voisins, etc. Donc pour EDF, comme c'est des moments en plus où il y a pas mal de demandes, ça peut correspondre. Quand c'était il y a 3 ans, c'était 2 ans, 3 ans où il y avait plein de réacteurs qui étaient arrêtés, on se demandait comment on allait passer l'hiver. Rappelez-vous, on s'inquiétait, est-ce qu'on va ressortir la bougie, etc. Bon, donc ça devient très tendu. Alors, la température, évidemment, elle a augmenté, sauf que nous, par exemple, sur le Rhône, on a pu établir que sur une durée relativement longue, parce que vous voyez bien, l'année 2022, c'est pas 2023, 2023 ou 2024. Il y a des pluviométries qui font que ça change complètement. L'été dernier, on a eu de l'eau. Ah oui, il n'y a pas eu d'étiage. Bon. C'était pas le cas en 2022-23. Du coup, il faut prévoir ces périodes-là. Alors, la température, pourquoi c'est pas bon? C'est pas bon pour les poissons. Puis, comme l'eau des fleuves sert aussi à l'alimentation, au-delà de 30 degrés, on n'a pas le droit de distribuer l'eau à la consommation. Donc, ça devient un peu juste. Or, le Rhône sert aussi à l'alimentation humaine, donc de l'eau. Donc, comme EDF est coincé, eh bien, il demande des dérogations aux règles qu'il a lui-même fixées, EDF, en accord avec les autorités. Ces dérogations, ça consiste à dire, même si le débit est faible, si la température est limite, eh bien, je vais continuer à fonctionner et à rejeter. Il suffit de demander une dérogation. Jusqu'à présent, c'était temporaire, évidemment. EDF a toujours eu les dérogations, donc a pu continuer à fonctionner sans trop de dommages. Par contre, on sait très bien que les choses vont s'empirer, et EDF le sait très bien. Donc,
EDF qui suit par exemple l'évolution de l'augmentation de température moyenne du Rhône depuis 20 ans, par exemple, sur une bonne période, une vingtaine d'années, eh bien, on peut calculer, et EDF le fait, c'est que 80% de l'augmentation de température du Rhône, elle est due aux centrales nucléaires. Effectivement, il y a bien le changement climatique qui fait qu'en moyenne, la température de l'eau des fleuves, elle augmente un petit peu. Mais pour le Rhône, ce n'est que 20%. 80%, c'est les centrales nucléaires. Donc, vous voyez, c'est vraiment un impact énorme par rapport au fleuve. Il y a le débit qui, plus le débit diminue, évidemment, plus la température monte, puisque la même quantité de chaleur avec moins d'eau, ben, ça fait monter la température un peu plus haut. Donc ça devient effectivement très juste. Donc EDF a demandé des dérogations, les a eues, mais c'est toujours gênant pour un exploitant de dire il aimerait bien que changer la réglementation. Ben, avoir une marge pour ne pas être obligé de demander sans arrêt. Et c'est comme ça que, progressivement, nous, enfin, la CAERAD, on est membre de plusieurs commissions locales d'information sur la vallée du Rhône. Donc on suit un petit peu ces dossiers. Hein, on entend l'exploitant, on entend les autorités locales, l'autorité de sûreté nucléaire. Et au fil des années, ce que j'ai vu, moi, parce que je participe à un certain nombre de ces CLI, c'est que petit à petit, la réglementation est en train de se détricoter. C'est-à-dire qu'avant, il y avait des règles. Il ne faut pas dépasser tant, il ne faut pas dépasser en dessous de tel débit, on ne rejette pas, etc. etc. Et puis, comme c'était devenu difficile, ben, EDF a réussi à modifier les règles du jeu en demandant, en quelque sorte, des dérogations permanentes. C'est comme ça que je pourrais dire. C'est comme ça que, par exemple, avant, il n'y avait pas de... Le fonctionnement des centrales nucléaires était censé s'arrêter dès que le débit du Rhône tombait en dessous de 400 m3 par seconde. Maintenant, c'est 300. Jusqu'à 300, et on peut continuer à fonctionner comme si de rien n'était, à condition de respecter les autres facteurs, etc. Donc le débit du fleuve était une des limites qui était fixée. Comme le débit moyen diminue, eh ben, on en profite pour justement demander ces dérogations. Et depuis l'an dernier, on a créé un système, il a été créé, pas nous la CAERAD, il a été créé un système de dérogation encore plus large. En gros, avant, c'était EDF qui devait produire pour alimenter les EHPAD, pour alimenter les clients, et on devait, EDF devait faire tous les moyens pour y arriver, y compris acheter à l'étranger de l'électricité, parce que nos voisins, ils sont prêts à nous en vendre. C'est des moments où, par exemple, le solaire espagnol est plein boom. Donc, on a des moyens de ça. Sauf que EDF a réussi à créer un système d'exception climatique. C'est-à-dire qu'il suffit que le gouvernement dise « Ah ben voilà, on rentre dans un régime d'exception. » On l'a déjà dit, ça, vous l'avez entendu dans les médias. On rentre dans une canicule, dans une exception climatique. Eh bien, du coup, il n'y a plus de règles. Et c'est là où, et ça, EDF n'a plus besoin de demander de dérogation. Elle est accordée automatiquement dès qu'on rentre dans un régime d'exception. Et puis, on a rajouté l'an dernier la demande du consommateur. Alors, le consommateur, c'est vous et moi, mais ce n'est pas nous qui décidons d'où vient notre électricité. Et la demande du consommateur, c'est de dire, il y a demande sur le réseau, eh bien, plus de règles. Ça, on pourrait dire, on peut comprendre, sauf que EDF, et ça je le sais par les directeurs de centrales nucléaires, disent clairement, en fait, on pourrait acheter l'électricité ailleurs, on pourrait se débrouiller, mais on ne le fera pas parce que ça nous coûtera trop cher, ça nous coûtera plus cher, on n'a pas envie de le faire. Et donc, il suffit que EDF dise, je ne peux pas fournir sans avoir la dérogation, du coup on accorde la dérogation automatiquement. Et ça c'est une dérive, je dirais, qui ne va pas du tout dans le bon sens par rapport à l'environnement et à la santé de tout ça, de la biodiversité.
Je n'ai abordé là que les problèmes de refroidissement des centrales nucléaires. Et évidemment, avec Fukushima, on sait que c'est une perte de refroidissement qui a amené la catastrophe. Et en général, c'est ça l'accident majeur dans le nucléaire, c'est qu'on n'a pas moyen d'évacuer la chaleur. Alors, au Japon, c'était pas le même scénario qu'à Tchernobyl, mais c'est une perte. Donc depuis Fukushima, effectivement, on est beaucoup plus vigilant pour avoir différentes sources de refroidissement. Il y a des sources de refroidissement ultimes, souvent c'est la nappe phréatique qui est utilisée quand le fleuve n'est plus disponible, etc. Enfin, voilà. Donc ça a beaucoup évolué. Alors, il y a d'autres problèmes liés à la centrale nucléaire, c'est ce qu'on appelle les rejets. Alors ça c'est l'eau chaude, hein, donc la chaleur là, eau chaude, vapeur d'eau, soit l'un soit l'autre. Hein. Il y a des rejets chimiques, parce qu'on traite beaucoup les circuits, pour des tas de problèmes d'algues, de légionnelles, de micro-organismes, de tartre, etc. La quantité de produits chimiques utilisés dans une centrale nucléaire, c'est colossal. C'est en tonnes que ça se mesure. Évidemment, ça va se retrouver en partie dans l'environnement. Dans les tours d'évaporation, ils font de temps en temps ce qu'ils appellent des chlorations massives. C'est ce que dit EDF, ça s'appelle une chloration massive. Là, c'est qu'on balance la quantité de chlore, donc l'eau de Javel, hein, c'est pas forcément bon à la santé. Et puis, bon, la quantité de prise d'eau, c'est ce que je disais, la quantité d'eau consommée, et puis il y a les rejets radioactifs. Alors, la petite centrale, la petite cheminée à côté du bâtiment réacteur, c'est pas là, hein. La petite cheminée, la prochaine fois que vous passez à côté d'une centrale nucléaire, regardez bien, à côté du bâtiment réacteur, vous avez toujours une petite cheminée. Pas de fumée qui sort. C'est clair. Par contre, il y a des gaz radioactifs qui sont rejetés là. Et ce qu'on ne voit pas, c'est les tuyaux qui vont dans le fleuve ou dans la mer et qui rejettent des éléments radioactifs. On peut dire, mais en général, on ne nous le dit pas. Effectivement, EDF est très, je dirais, discret sur ce genre de choses. Si vous allez visiter une centrale nucléaire, on ne vous parlera pas de ses impacts sur l'environnement. Pourtant, le document qui est là, c'est un document EDF, c'est même pas moi qui l'ai fait. Hein. Donc, ça existe bien. Alors, qu'est-ce qui est rejeté comme radioactivité? C'est ce qu'on appelle les produits de fission, les produits de dégazage, hein, pour le gazeux. Produits dans le réacteur, vous avez des éléments gazeux. Comme l'iode, par exemple, comme le krypton, comme etc., les xénons, qui sont des éléments radioactifs produits de fission et d'activation. C'est un circuit de chauffage central. Vous savez que dans un circuit de chauffage central, de temps en temps, il faut dégazer, c'est-à-dire purger les circuits. Eh bien, c'est ce qu'on fait dans la centrale nucléaire et ça donne des rejets gazeux. C'est quasiment continu, hein, c'est-à-dire qu'en permanence, on dégaze le circuit primaire. Et puis, vous avez des rejets liquides parce que régulièrement, on intervient sur le circuit primaire, qui est très, très radioactif, oui, qui est dans le bâtiment réacteur. Et on intervient sans arrêt pour prélever de l'eau, en remettre, modifier le circuit, rajouter un produit chimique, etc. Et l'eau qui a été prélevée de ce circuit primaire, on ne la remet pas dedans parce qu'elle est polluée, etc. Donc on la met dans une station de traitement des effluents liquides, ça s'appelle comme ça, hein, des effluents. Bon, c'est des liquides radioactifs, c'est des déchets radioactifs liquides. On parle de stations de traitement, on peut penser qu'on enlève la radioactivité. Or certes, on les met décantés un petit peu, on en enlève un petit peu, mais la grande majorité de la radioactivité, et en partie un élément qui s'appelle le tritium, qui est l'hydrogène radioactif, eh ben, lui, il n'est pas enlevé. Et donc, va se retrouver, quand la cuve est pleine, ben, on ouvre le robinet et ça part dans la mer ou ça part dans le fleuve, puisque c'est un liquide. Et voilà, pourquoi il y a tout ça? Pour effectuer ces rejets, évidemment, il faut que le débit du fleuve soit suffisant, entre guillemets, pour assurer une dilution. Pourquoi? Parce que ce qui est prôné par l'exploitant et l'administration qui contrôle l'exploitant, c'est de dire on va diluer tout ça dans l'environnement, et puis ni vu ni connu. C'est un peu simple. En réalité, comment est basée l'autorisation? Parce qu'on peut se dire, enfin, le point de vue du simple citoyen, je parle de basique, il dit quoi? Il dit, mais c'est l'air que je respire, moi.
dans lequel on rejette un produit cancérigène, mutagène, etc. Ça s'appelle radioactivité. Ou c'est le fleuve qui appartient pas à EDF, ou c'est la mer qui appartient à tout le monde, dans lequel on va rejeter un élément radioactif. Donc, ça paraît aberrant d'autoriser, en tout cas c'est mon point de vue, c'est le point de vue de la CRIRAD, c'est de dire ça paraît aberrant, c'est aberrant d'autoriser un industriel ou un particulier, quel qu'il soit, de rejeter dans un bien commun qui s'appelle l'air ou l'eau, des éléments que l'on sait être cancérigènes. Supposons un scénario, parmi vous, vous êtes tous des écolos, un jour vous avez un bidon de, je sais pas quoi, d'arsenic, vous dites, je voudrais bien m'en débarrasser. Ben, je pourrais le vider par petits paquets dans un fleuve. Évidemment, on ne vous donnera pas l'autorisation, et c'est normal. Quand vous appelez EDF, vous avez des cuves avec des mètres cubes d'eau radioactive, vous ouvrez le robinet, vous avez cette autorisation. Évidemment, c'est un dossier à faire, hein, c'est pas il y a une instruction du dossier, il y a une enquête publique. Enfin, vous connaissez les procédures de ce genre de choses. Il y a un arrêté ministériel qui est publié au journal officiel. Je vais vous sortir tout à l'heure ceux de Valduc, par exemple. Hein. Ça paraît très encadré, mais tout ça est sous l'autocontrôle de l'exploitant. C'est-à-dire, c'est lui qui contrôle le rejet et c'est lui qui surveille l'environnement. Ça s'appelle autocontrôle, c'est lui qui compte les becquerels qui sortent, hein, et c'est lui qui va surveiller l'environnement pour dire que, évidemment, tout va bien. Alors, nous protestons, et je verrai pour Valduc tout à l'heure un exemple aussi. Nous avons signé tous les pays de l'Atlantique Nord, puis ça a été élargi à la Méditerranée, dans les années 90, quand on a décidé de ne plus balancer les déchets radioactifs à la mer. Sage décision. Parce que pendant des années, on les a balancés à la mer. Effectivement. Alors pas nous, les Français seulement, hein. Tous les pays nucléarisés d'Europe ont utilisé le large de la Bretagne, au large de la Bretagne et au large de l'Aquitaine, des fosses, enfin des trous dans la mer pour aller y balancer des déchets radioactifs. Si ça s'est arrêté, tout ça, c'est parce que des militants de Greenpeace ont pris des risques énormes, ont fait des images et qui ont choqué les gens. Qui fait que les politiques ont été obligés de dire bah, les mers sont des biens communs qu'il faut protéger de manière collective. Il faut que tout le monde s'y mette autour d'une arme. Et c'est une convention qui a été signée, qui s'appelle Oslo-Paris, Oslo-Paris, qui a été signée en plusieurs morceaux, etc. Enfin, je ne vais pas vous refaire tout. Qui a été élargie à la Méditerranée d'abord, et qui dit quoi? Elle dit, ben, les mers sont des biens communs, il faut les protéger en commun. Bon, très bien. Donc on arrête d'y balancer nos poubelles et nos produits toxiques. Très bien. Mais ça concerne aussi les fleuves qui vont à la mer. Arrêtons de balancer nos produits cancérigènes, mutagènes, etc. Vous avez remarqué que nos centrales nucléaires, qu'elles soient au bord de mer ou au bord de fleuve, ben, elles rejettent, elles sont autorisées à rejeter ce genre de choses. Et elles le sont légalement, puisque ça fait des objets. Nous protestons, nous, la CRIRAD, contre ces autorisations qui sont données, parce que nous estimons que c'est peut-être légal, mais ce n'est pas légitime. Nous faisons beaucoup de différences entre légal et légitime. Nous estimons que cette législation qui autorise ça n'est pas bonne. Parce qu'après, on se plaint, oui, les océans sont pleins, alors pas que de la radioactivité, et là, il y a des tas d'autres choses. Hein. Récemment, on parle des plastiques. Ben oui, il faut défaire la même chose pour les plastiques. Il faut prendre les choses sérieusement, si on veut réellement protéger dans les arbres. Donc, on aurait dû arrêter les robinets, fermer tous ces robinets, en tout cas pour les centrales nucléaires, puisque c'est ça dont je parle. Voilà. Donc, et malheureusement, ben, vous savez que ça ne s'est pas fait. Malheureusement, la quantité rejetée au fil des années, elle a même plutôt tendance à augmenter dans les fleuves et dans la mer. Pourquoi? Parce qu'on laisse les combustibles radioactifs plus longtemps dans les réacteurs, donc qui produisent plus de radioactivité, etc., etc.
Donc on ne va pas dans le bon sens. Et quand il y a des réunions, comme la semaine dernière, il y avait une réunion à Grenoble, à l'ILL, pour l'Institut Langevin, c'est un réacteur de recherche, et qui rejette dans l'Isère la radioactivité, puisque lui aussi il en produit, je parle il est question de renouveler ces autorisations, parce qu'évidemment, il y a des dates régulièrement où il faut renouveler. Souvent, les exploitants en profitent pour des fois augmenter les quantités autorisées à être rejetées, etc. Bon. Et là, moi, je rappelle, mais vous, les amis, la convention OSPAR, qu'est-ce qu'on en fait? Tout le monde regarde ailleurs. La convention OSPAR, ça n'existe pas. C'est ça qui est désespérant. On signe des conventions, elles sont bien dans les idées. Évidemment, elles vont dans le bon sens. Mais en fait, quand vous interrogez les responsables pour les mettre en application, voilà, on passe ailleurs, on regarde ailleurs. Ça, c'est très, très décevant. Ce qui fait que les impacts sur l'environnement, tout ça, c'est un miracle permanent. C'est ce que j'appelle un miracle permanent, parce que c'est ce que racontent les exploitants, que nous rencontrons de temps en temps pour les interroger sur cet environnement, ces rejets. Et ça, je parle que des rejets autorisés, je ne parle pas des rejets intempestifs, c'est-à-dire des accidents, entre guillemets, des incidents, des pollutions pas prévues. Tout ça, c'est programmé. Le restant, c'est le petit pépin, quoi, qui ont fait que déjà, ça a pollué beaucoup de nappes, etc. Vous avez remarqué qu'il est interdit de rejeter dans les nappes phréatiques. Et ça, c'est écrit partout. Sauf que quand un exploitant pollue sa nappe, par un petit pépin, un tuyau percé, une cuve qui déborde, etc., et bien, ça se retrouve dans la nappe, il n'est jamais condamné. L'autorité de sûreté nucléaire, les gendarmes, va dire, c'est pas bien. C'est pas bien. Mais c'est tout. Ça, c'est désespérant. Et il faut des accidents plus graves pour que les associations portent plainte et parfois, très rarement, gagnent pour faire condamner cette pollution. C'est arrivé une fois pour nous, la Quérade, en 38 ans. Une fois. Qu'on ait obtenu une condamnation pour pollution d'un petit ruisseau qui sortait de Tricastin à la suite d'une cuve qui débordait de liquide radioactif. Voilà. Mais il a fallu qu'on porte plainte. En première instance, on a été évidemment balancé. Il a fallu qu'on fasse appel, et c'est en appel qu'on a gagné. Donc, vous voyez, en fait, on a touché un petit peu d'argent, mais ça a juste payé les avocats, quoi. C'est ça qui est désespérant. La règle des 3D, c'est ce qu'on appelle dilution, dispersion, disparition. C'est magique. Ben oui. Et ça, c'est ce qui ressort des discours des exploitants. Écoutez, oui, je rejette, oui, ça se disperse, ça se dilue, et je ne retrouve rien. Ça disparaît. C'est magique. Ben, mais sauf que c'est pas vrai. Et là, il faut voir les études de la Quérade. C'est notre boulot, nous, le labo de la Quérade, c'est d'aller fouiller un petit peu autour de ces installations pour voir où on la retrouve, la radioactivité. Et nous, on la retrouve, la radioactivité. Elle n'est pas restée forcément là où elle était sortie, elle est parfois allée plus loin, etc. Et c'est notre boulot, ça, d'aller rechercher et démontrer que l'exploitant fait de l'autosurveillance, mais que cette autosurveillance n'est pas bonne pour évaluer l'environnement. Donc l'évolution de la situation, vous le connaissez, les débits en baisse, je ne vais pas traîner plus longtemps là-dessus, on l'a déjà abordé. Alors, le cas Valduc. Évidemment, on m'a dit, c'est intéressant, c'est de mettre un petit accent sur votre situation locale. Donc, Valduc est tout à fait à part, c'est pas une centrale nucléaire. C'est pas au bord d'un fleuve, vous l'avez remarqué. Alors comment on fait? Quand on a exactement, alors pas la chaleur à dégager, à évacuer, ça produit très peu de chaleur, Valduc. C'est pas ça le problème. Non, c'est qu'il y a des rejets, c'est qu'il y a des produits radioactifs qui doivent s'évaporer, qui doivent disparaître, sortir, etc. Alors,
comme c'est de l'hydrogène, et que l'hydrogène se combine avec l'oxygène pour donner de l'eau, c'est de l'eau qui est triciée, donc est marquée par de l'hydrogène radioactif et pas de l'hydrogène normal, eh bien, c'est la seule installation en France qui est autorisée à l'évaporer, cette eau. Autrement, cette eau, c'est un déchet radioactif liquide. Le déchet radioactif liquide, c'est très embêtant à traiter. On ne sait pas faire. Les déchets radioactifs solides, on dit qu'on sait faire, on a des techniques, on a des solutions envisageables. Les déchets gazeux, alors là, dans l'air, et les liquides, ben, on ne sait pas les traiter. Du coup, Valduc est condamné, entre guillemets, puisqu'ils sont allés se mettre là où ils sont. C'est eux qui l'ont choisi, c'est pas nous qui les avons poussés là-bas. En sachant qu'ils auraient des problèmes, effectivement, mais qu'ils s'étaient dit, ben, nous, de toute façon, on va les évaporer. Ces liquides radioactifs, surtout chargés en tritium, donc, et ça va partir dans l'atmosphère et c'est terminé. Mais il y a aussi quelque chose qui est totalement interdit ailleurs, parce que les centrales nucléaires ont des rejets gazeux. Mais on va voir, si on joue dans la même cour, en quelque sorte. Mais il y a quelque chose qui, en plus, à Valduc, c'est qu'ils sont autorisés à faire ce qu'ils appellent de l'infiltration. C'est quoi? Eh bien, infiltrer dans le sol. Ça, c'est strictement interdit partout ailleurs. Alors, évidemment, Valduc a des autorisations, c'est pas du tout illégal. Et je vous ai sorti les autorisations de rejet donc aérien, donc gazeux. Les limites annuelles, pour le tritium, celui qui est largement devant, à Valduc, c'est des limites annuelles, c'est 1300 donc, téra-becquerel. Vous n'avez pas l'habitude de réagir, d'utiliser cette unité, le téra-becquerel, c'est le millier de milliards de becquerel. Ça fait beaucoup. C'est des rejets gazeux. Ça retombe au sol. Si c'était du krypton ou un gaz rare, il y en a des gaz rares, ceux-là, ils restent gazeux. Donc, ils vont se disperser, se diluer. La vapeur d'eau, elle retombe. Soit avec la pluie, soit avec le brouillard, soit comme ça. Donc, ça va se retrouver au sol, sous les vents dominants, évidemment, dans tout le secteur. Et ça, les quantités rejetées là, sous forme gazeuse, j'ai voulu vous les comparer à celles de la centrale de Nogent, qui est tout proche, pas très loin en tout cas. Le rejet gazeux, donc, de la centrale de Nogent, en tritium, autorisation annuelle 8. Valduc, 1300. Vous voyez qu'on ne joue pas dans la même cour. C'est énorme. C'est l'autorisation de rejet gazeux la plus énorme de toutes les installations de France. On parlera de la Hague. La Hague, oui, rejette beaucoup, mais du liquide. En gazeux aussi, mais beaucoup moins. En termes de quantité de rejet gazeux et en partie de tritium, c'est vraiment le record de France. Donc vous voyez bien. J'ai pris la centrale de Nogent parce que c'est la plus proche, c'est 2 fois 1300 MW, c'est pas la plus petite centrale, etc. Ça vous donne un élément de comparaison pour dire, en termes de rejet gazeux, donc Valduc, c'est beaucoup plus. Donc, centrale de Nogent, alors je ne vais pas comparer tout le reste, mais c'est surtout intéressant pour le tritium, donc 8 térabecquerels par an, c'est l'autorisation de rejet annuel pour les 2 réacteurs donc, de Nogent. Mais en plus, là, je vais peut-être pas lire, donc, Valduc est autorisé à les eaux d'effluents liquides, citées en alinéa C, etc. De l'article 17, qui est juste après, eh bien, de la présente annexe, pardon. Donc, ce sont normalement des effluents destinés à la station de traitement des eaux usées de la centrale, pas de la centrale, de l'installation. C'est les eaux usées, quoi. C'est comme ce qu'on a, comme n'importe quelle commune. C'est autorisé à condition que le tritium dans l'eau qui va à la station
qui va ensuite aller dans la nature, soit à une activité inférieure à 30 000 becquerels par litre. C'est pas zéro, hein. Ça, c'est ce qui est autorisé à aller directement à la station. Elle veut dire, mais alors, quand ça dépasse, eh bien, quand ça dépasse, c'est ce qu'ils disent là, eh bien, il faudra vérifier que la limite annuelle, enfin, la quantité rejetée annuellement, ne dépasse pas une certaine valeur. Évidemment, c'est beaucoup moins que les rejets gazeux, mais c'est des millions de becquerels, des milliards de becquerels, des gigabecquerels quand même. C'est 50 gigabecquerels annuels qui sont rejetés par des eaux d'infiltration. Et ça, les règles habituelles du fonctionnement de toutes les autres installations nucléaires françaises disent ça, c'est interdit. On n'a pas le droit de rejeter dans le sol. D'accord? Ça, c'est une spécificité Valduc. Alors, évidemment, les communicants de Valduc, vous l'avez entendu, ils vous disent « Ah non, mais en fait, oui, enfin, oh, vous n'allez pas nous enquiquiner, nous rejetons à peu près 1 gramme de tritium par an. » Vous l'avez peut-être entendu, ça. 1 gramme par an. Et vous nous enquiquinez pour 1 gramme par an? Ah oui, mais qu'est-ce que c'est 1 gramme de tritium? C'est un certain nombre d'atomes. Je me suis amusé à faire le petit calcul. Vous pouvez tous le faire, hein. La masse atomique du tritium, c'est 3. Donc 1 gramme, c'est 3 fois moins que le nombre d'Avogadro, qui est de 6 10 puissance 23. 6,02 10 puissance 23. 10 puissance 23. Vous l'avez bien entendu. Donc si j'en ai 1 gramme, c'est 1 tiers donc, de 6, c'est-à-dire 2, et 10 puissance, donc 23. Ben, ça vous fait un certain nombre de zéros. Ça, c'est le nombre d'atomes qu'il y a en 1 gramme de tritium. Il ne faut pas s'imaginer 1 gramme de tritium, c'est vrai que ça dépasse tout ce qu'on imagine, ça veut dire que c'est rien du tout. Mais non, c'est pas rien du tout, c'est un certain nombre d'atomes. C'est en gros, c'est 2, 10 puissance 21, c'est ça, atomes, qui sont tous radioactifs. C'est du tritium. Ça veut dire qu'ils vont se transmuter. Alors évidemment, on ne va pas tous se transmuter, se transformer en même temps. Parce qu'il a une durée de vie qui est moyenne, 12 ans. Il met 12 ans pour perdre la moitié de sa radioactivité. Ben, si vous faites le petit calcul, et ça je vous enjoins à le faire, ça sera le prochain sujet du bac, je pense, c'est de dire quelle est l'activité d'1 gramme de tritium et combien il y a de transmutation dans 1 gramme de tritium. Et ben, c'est effectivement de l'ordre de 1000 térabecquerels. C'est effectivement à peu près les rejets de Valduc. Ils n'ont pas tort de dire qu'en gros, ils rejettent 1 gramme. C'est pas totalement faux. Mais ça ne montre pas du tout le risque réel que représente 1 gramme de tritium. Si on regarde en termes d'activité, en nombre de becquerels, donc de transmutation par seconde. Ce qui fait qu'il est assez logique que tout ça, ça se retrouve. Alors, ça c'est un schéma, je ne suis pas d'ici, qui a été publié dans un bouquin publié par le CRDPC, qui est collègue de l'ICANN, donc des gens de Lyon, hein. Bruno Barillot, qui nous a quittés il y a 2-3 ans, et puis Mary Bird Davis, c'est une américaine, qui ont fait tout un tas de travail de recherche sur le militaire. Et donc ils s'étaient procuré ce document CEA sur quel est le profil, quelle est la configuration de Valduc. Alors, je ne vais pas vous en faire les commentaires parce que je ne connais pas du tout l'endroit. Apparemment, il y a un étang là. Ça n'a pas tellement d'intérêt. C'est pour montrer simplement que Valduc, c'est en haut d'une colline. Ben, vous le savez. Pour les gens qui sont de loin, c'est pas évident. Et ça veut dire que ça ruisselle un peu de tous les côtés. Forcément, il est donc logique que autour de Valduc, la radioactivité de l'eau, du robinet, cette fois, parce que là on arrive au robinet, eh bien, elle soit supérieure à ce qu'on a plus loin. Donc ça, c'est une étude qu'on avait fait en 93, 14.
94. À l'époque, c'était pour la demande, à la demande ou en partenariat avec le conseil départemental général à l'époque de la Côte d'Or, et qui souhaitait qu'on fasse des analyses de tritium dans l'eau du robinet. Donc on a couvert un petit peu la Côte d'Or. Dans un premier temps, ça a été un peu compliqué parce qu'à un moment, le conseil général ne voulait pas qu'on communique là autour. En fait, il ne voulait même pas reconnaître qu'il nous avait commandé une étude. Ça a été un peu laborieux, je dirais. Pour finir, ils ont accepté de publier. Nous avons complété pour montrer que c'est parce qu'au départ, on n'avait pas concentré nos points de mesure autour de Valduc pour ne pas stigmatiser Valduc. Vous voyez, il ne faut pas. Faut pas. Donc, dans un premier temps, on avait simplement on a complété par d'autres points l'année d'après, je crois, autour de Valduc, qui montrent clairement que là, on est dans le rouge, c'est-à-dire qu'on est dans des niveaux significatifs de tritium dans l'eau du robinet des communes autour de Valduc. Alors, les chiffres sont difficiles à lire, mais vous les avez sur la table là-bas. Et puis vous avez sur le site internet, tout ça, alors je voulais vous le renvoyer. Tout ça est accessible sur le site internet de la CIRAD. Si vous allez sur le site internet, vous avez donc le dossier tritium, et ça, on l'a mis à jour récemment, parce que avec Mediapart, je le disais au début, on a complété et on a fait une étude globale sur l'ensemble de la France. Et ça, c'est intéressant. Alors évidemment, on retrouve, il y a Valduc qui est toujours là, et si vous avez, alors je ne sais pas si je l'ai, non, oui, c'est sur le site internet de la CIRAD, et là vous avez les cartes interactives sur le tritium, l'eau dans le robinet. C'est-à-dire que si vous avez sur ce site, vous avez le fichier tritium, eau du robinet, vous avez la carte de France, vous avez la carte par région, et vous allez même pouvoir trouver par commune. Vous tapez votre commune dedans et vous allez trouver. C'est un boulot énorme qui a été fait par la CIRAD pour arriver à remonter ça. Vous savez, il y a 36 000 communes en France et il y a je ne sais pas combien de milliers de réseaux de distribution. Donc c'est un boulot énorme. Depuis 2002-2004, il est obligatoire de faire des mesures. C'est 2005, c'est ça. Et merci, Daniel. C'est mon prêt-à-penser. Elle a une mémoire qui est colossale, bien meilleure que la mienne. Donc, depuis 2005, il est obligatoire de faire des mesures de radioactivité dans l'eau du robinet. Évidemment, dans la radioactivité de l'eau du robinet, il y a plusieurs sortes de radioactivité. Il y a la radioactivité, il y a l'alpha, il y a le bêta, il y a le tritium. Et puis, récemment, on a rajouté le radon. Et, sauf que c'est des analyses qui coûtent un petit peu plus cher. Donc, suivant la taille du réseau, eh bien, c'est pas du tout fait régulièrement. C'est tous les 3 ans, 5 ans, 10 ans. Sauf sur les grands réseaux où là, c'est un peu plus fréquent. Là où il y a beaucoup de population. Et dans votre analyse, vous avez moi, par exemple, mon syndicat intercommunal, il m'envoie de temps en temps une synthèse, des analyses. Je n'ai jamais trouvé la radioactivité. Pourtant, je sais qu'ils l'ont fait. Il a fallu que j'aille au syndicat et que je remonte les analyses plusieurs années. Alors, évidemment, ça peut se faire sur Internet. Bon. Sauf qu'il faut beaucoup de patience. Parce que c'est très, très lent. Les sites, ils sont mal foutus, etc. C'est ce qu'on a fait, nous, à la CIRAD. Ça représente des heures et des heures de boulot. D'aller rechercher par commune, etc. Combien d'analyses ont été faites, quels sont les résultats, etc. Donc ça, c'est déjà un travail de compilation. Donc en tapant votre commune, vous allez trouver tout ce que nous avons trouvé et vous pourrez savoir s'il y a eu, combien d'analyses il y a eu dans votre commune. Si ça se trouve, nous on a découvert qu'il y avait des communes qui n'avaient encore pas fait d'analyse du tout, enfin certains réseaux, alors que c'est obligatoire donc depuis un moment, depuis bientôt 20 ans. Donc certains n'ont jamais fait, ou ça n'existe pas, ou c'est inaccessible, en tout cas, il n'y en a pas. Et puis dans ceux qui sont faits, les résultats, ce que nous critiquons, et ce que nous avons, souvent on est confronté à ce problème-là, nous la CIRAD, c'est qu'il y a des limites de détection qui sont très élevées. Il faut savoir que
Le tritium existe dans la nature de manière naturelle. Il existe dans l'eau de pluie. Pourquoi? Il y en a un tout petit peu, mais tout petit peu, parce que dans les hautes couches de l'atmosphère, les rayonnements cosmiques fabriquent un peu de tritium, qui fait qu'il se retrouve dans l'eau de pluie. C'est pas anormal. Sauf que dans de l'eau de pluie, on va trouver en général 1 becquerel par litre, voire moins. Dans une eau souterraine qui est tombée donc, il y a plusieurs années, etc., elle a perdu déjà sa radioactivité. Et si vous avez des eaux fossiles, alors carrément dans des nappes très profondes, alors là, comme l'eau minérale des abattis, par exemple, c'est une eau minérale qui est pratiquement fossile, c'est-à-dire qui est tombée il y a des milliers d'années. Cette eau-là, il n'y a plus de tritium du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il a une demi-vie de 12 ans. Donc il diminue. En gros, on peut dater l'eau comme ça, c'est assez amusant. Il y a des scientifiques qui savent, à partir de la teneur en tritium, précision, ils peuvent vous dire, cette eau, elle est tombée quand? C'est assez intéressant. Mais pourquoi je vais vous dire? Ben oui, c'est que quand on fait des mesures de tritium et qu'on a une limite de détection à 10 becquerels par litre, ce qui est hélas fréquent dans les labos qui font ces analyses pour les réseaux de distribution. Et vous dites inférieur à 10 becquerels par litre. Ça peut être 9. Mais à 9, on est devant une pollution. Parce que le niveau de référence, c'est quasiment 1. Ça veut dire qu'il y a une pollution. C'est-à-dire que c'est ça le sujet qu'on a relevé, nous. Le problème qu'on a relevé, c'est que il y a des limites de détection qui varient d'un réseau à l'autre, qui fait qu'on a mis des codes couleurs, mais c'est un peu compliqué parce que quand vous avez une limite de détection à 5, en général, ça ne tombe pas en dessous. Vous dites inférieur à 5. Ah, c'est déjà une information intéressante, c'est inférieur à 5. Mais inférieur à 10, ça peut être 9, c'est pas pareil, etc. D'accord? Donc il a fallu donner de la qualité aussi à ces mesures qui sont faites. Et nous estimons qu'on est capable aujourd'hui de détecter jusqu'à inférieur à 1 becquerel par litre. Pourquoi on ne l'oblige pas au laboratoire, qui nous permettrait de dire à 3 becquerels par litre, je suis déjà devant une pollution. Certes, le risque est très faible, mais c'est une pollution. Il faut appeler les choses par leur nom. Ça, c'est un des problèmes. Après, vous avez quelles sont les normes sur le tritium? Ah, alors là, c'est la galère. Parce qu'il y a l'OMS qui vous dit 10 000 becquerels par litre, on y va. Ici, alors c'était le président du Conseil général à l'époque, en 1994. Lui, il disait 400 000 becquerels par litre, c'est bon, hein, on peut mettre ça dans le biberon. C'est dans le dossier qui est sur le Val-Duc, là. Le président du Conseil, nous, quand on a publié nos chiffres, alors on n'est pas à des 400 000, nous, dans les valeurs qu'on a trouvées, c'est des dizaines, jusqu'à des centaines de becquerels par litre. C'était déjà les plus élevés. C'est ce qu'on va trouver dans l'eau du robinet. On n'est pas dans les 400 000. Mais c'est là où ça devient complètement délirant. C'est vrai, quand on parle de l'OMS, 10 000. Quand on va chercher dans les documents plus fouillés, plus scientifiques, eh bien, c'est du l'ordre de 7 000 becquerels par litre. Oh, 7 000. Alors, allons chercher un petit peu plus loin. Eh bien, il faut s'intéresser, par exemple, aux Canadiens, parce que là-bas, ils ont des réacteurs nucléaires Candu qui utilisent pas mal de tritium. Et puis, ils utilisent beaucoup l'eau de lacs, autour desquels il y a des centrales nucléaires, comme le lac Ontario. Et l'eau du lac, c'est pour boire. Du coup, les autorités de santé canadiennes ont dit, il faudrait qu'on demande l'avis aux habitants quand même. Bonne idée. C'est comme ça qu'il y a eu, autour du lac Ontario, tout un débat public autour. Quelle sera la norme? Jusqu'à quand on acceptera que les exploitants balancent du tritium dans l'eau du lac Ontario? À quel niveau? À quel niveau on dira stop? Voilà, c'était ça l'idée. Très bonne idée de faire ce qu'on appelle une norme de consensus. C'est-à-dire qu'on met en place une commission avec des experts et puis des citoyens. Et on les enferme, on leur dit,
Mettez-vous d'accord. Trouvez-nous un chiffre pour la norme de l'eau du robinet. Alors, le débat, il a duré un bon moment autour du lac Ontario, plus d'1 an. Évidemment, les citoyens, ils disaient, nous, c'est 0, la norme. Enfin, 1, si vous voulez, 1, pas plus. Et puis, les exploitants, etc., ils ont dit, ah ben non, nous, c'est 10 000, 7 000. Sur vraiment la norme OMS ou une autre norme, plutôt CIPS. Il fallait se mettre d'accord. Bon. C'était la règle du jeu. Eh bien, vous savez sur quelle valeur on est tombé? Une valeur entre les deux, évidemment. Eh bien, on est tombé sur 20 becquerels par litre avec une période de transition à 100 becquerels par litre. C'est-à-dire, en gros, au début, il va falloir habituer les exploitants à dire, on va leur dire 100, mais à terme, ce sera 20 becquerels par litre. 20 becquerels par litre. D'un côté, vous avez 10 000, 7 000, 400 000, et puis de l'autre côté, vous avez 20 en gros. Alors évidemment, tout ça, c'est en fonction de ce qu'on souhaite, qu'on connaît du tritium et du risque acceptable. Qu'est-ce qu'on sait du tritium comme risque radiologique, risque sanitaire? Ben, ça dépend beaucoup d'abord si c'est de l'eau tritiée, de l'eau, ou du tritium organique, c'est-à-dire lié aux molécules organiques. Parce que quand vous buvez de l'eau, une partie de l'eau va se mettre dans les tissus et va échanger ses hydrogènes avec les cellules du corps. Et là, le tritium, top, il devient organiquement lié avec les molécules du corps. Et évidemment, c'est pas la même chose. Parce que là, quand il va se désintégrer, il est au cœur des cellules. Il va faire plus de dégâts. Donc déjà, tritium autricié ou tritium organiquement lié. Évidemment, toutes les normes sont sur le tritium autricié. On ne va pas chercher plus loin. Le tritium organique, c'est beaucoup plus compliqué à mesurer, etc. Donc, on reste sur les autriciés. Et donc, qu'est-ce qu'on sait des risques sanitaires? Ben, pas grand-chose. À un tel point que l'autorité de sûreté nucléaire a fait un livre blanc du tritium qui est sorti il y a une dizaine d'années, 7, 8 ans, 10 ans, en disant récoltons tout ce qu'on sait ou qu'on croit savoir. Ben, c'est très pauvre. C'est-à-dire qu'en fait, globalement, on ne sait pas. Quelle est vraiment la valeur? On pense que c'est beaucoup moins grave que du plutonium. Ok. Mais il y a quand même de la marge entre les deux. On a décrété que c'était très peu radiotoxique. Ça a été décrété sans y avoir des études sérieuses qui le démontrent. Ça pose la question, à qui profite le crime? Ben, aux exploitants, à tous ceux qui produisent du tritium pour le balancer dans l'environnement, qui s'appelle EDF ou qui s'appelle CEA. Parce que si le tritium était reconnu à sa vraie radiotoxicité, que je ne connais pas, mais qu'on pense être peut-être bien la bonne valeur, on ne mettrait pas des normes à ces valeurs-là, à 400 000 becquerels par litre, comme voulait le faire le président du Conseil général de l'époque. Vous voyez? Donc il y a vraiment un problème par rapport aux normes, parce que ça, c'est le truc qui va retomber sur la table dès que vous discutez. Et c'est le cas avec le CEA Valduc. Il va vous dire, bon, nous, on va peut-être pas mettre 10 000, mais alors 7 000, ok. On ne baissera pas, pas en dessous. Alors que... Alors, il y a l'Europe, là au milieu, qui a... C'est pour vous montrer la disparité. Je vous dis franchement tous les chiffres sur la table. Je sais que je ne vais pas vous abreuver trop de chiffres. L'Europe a dit, eh bien, pour le tritium, nous, on va copier un petit peu les Canadiens. C'est pas idiot ce qu'ils ont fait. Mais 20, non, ça va pas, c'est trop petit, ça. On va mettre 100 becquerels par litre. Ah, j'ai dit, tiens, c'est bien ça. 100, c'est déjà pas mal. Oui, mais c'est ce qu'on appelle un niveau de référence, c'est pas une norme. C'est-à-dire que, qu'est-ce que dit l'Europe? Si vous avez de l'eau qui est à 100 becquerels par litre ou au-dessus, eh ben, il faut creuser.
Il faut chercher un petit peu plus. Il faut regarder un petit peu s'il n'y a pas d'autre chose dedans, etc. Il faut tirer une petite sonnette d'alarme sur le risque radiologique de cette eau. C'est tout ce que dit l'Europe. Vous voyez, c'est maigre. Il n'y a pas vraiment de quoi, c'est pas une norme. Un niveau de référence n'est pas une norme. Hein. C'est ça qu'il faut bien se dire. Une norme, ça veut dire que c'est interdit d'aller au-delà. Et que juridiquement, on a le droit de porter plainte. Voilà un petit peu ce que je voulais dire sur le tritium avec, c'était effectivement bientôt, excusez-moi. Alors, ce que je voulais vous faire voir, mais je ne sais pas si j'y arriverai, c'est en communication. Allez sur le site internet de la CIRAD, on peut le faire en live si vous voulez, pour aller voir les cartes qui figurent sur Mediapart ou sur le site de la CIRAD par rapport à Val-Duc. Pas de surprise, hein, c'est les mêmes que ça. Hein. Il y a juste quelques communes qui apparaissent là, que nous, on n'avait pas repérées, et qui, en fait, qui apparaissent là parce qu'il y a très peu de mesures. Dès que vous avez très peu de mesures, quand vous avez beaucoup de mesures, vous arrivez à cerner un problème. Quand vous avez très peu de mesures avec un seuil de détection très élevé, vous ne pouvez pas dire grand-chose. Si les limites de détection étant inférieures à 10 becquerels, il dit c'est inférieur à 10 becquerels. Donc nous, on ne peut pas dire c'est 0. On dit c'est inférieur à 10 becquerels, mais ça peut être 9. Et si c'est 9, c'est déjà quelque chose. Vous voyez tout le piège qu'il y a derrière ces analyses. Je n'ai sans doute pas tout dit. Si vous avez des questions, évidemment, je suis prêt à y répondre.